Yume Nikki débute comme ça. Un écran noir, une musique onirique et étouffante, accompagnée du nom du jeu. Yume Nikki signifie journal des rêves en français, et le jeu a été réalisé par Kikiyama, dont on ne sait absolument rien. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est que l'on clique sur le bouton Start, pour vous montrer de quoi il en retourne. Une petite mélodie de lave-linge qui rend plutôt nostalgique, pour annoncer en fait ce qui va servir de règle à Yume Nikki, un peu comme une sorte de tutoriel, mais qui vous le verrez restera très vague. Premièrement, on nous indique que le jeu démarre dans une chambre et que nous avons comme seul choix d'aller au lit pour rêver, nous réveiller et répéter un cycle. Un peu bizarre comme situation, mais voyons la règle suivante. La seconde règle nous indique que l'on doit alors parler au personnage pour obtenir des effects, même si on ne sait pas encore ce que c'est. On y ajoute que l'on peut équiper ces effects pour avoir de nouvelles habilités et que l'on doit déposer ces derniers dans la salle des portes. On sait pas ce que c'est non plus la salle des portes, mais bon, ça fait un mystère de plus. Encore une fois, des règles assez vagues avec très peu d'explications, mais c'est pas grave, vous saurez réellement ce que sont les effects et la salle des portes un peu plus tard. La troisième règle est sûrement la plus importante, tout comme le nom du jeu le laisse sous-entendre, il faudra aller retranscrire nos rêves dans notre journal pour nous permettre de sauvegarder. Au moins cela a le mérite d'être roleplay, même si personnellement je m'attendais à plus d'indices sur la nature des effects, mais c'est pas grave, parce que maintenant, il nous reste plus qu'à attendre que le jeu démarre par un fondu au noir. Nous incarnons cette petite fille. Nous avons choisi d'être cette petite fille du nom de Madotsuki. Et comme prévu, nous nous trouvons bien dans une chambre, conformément à la première règle, probablement sa chambre, dans un silence assourdissant d'ailleurs, parce que la musique a complètement disparu. Juste le bruit des pas de Madotsuki sur son parquet. On remarque tout de suite le lit qui va nous permettre de dormir et d'accomplir nos rêves. Nous avons aussi le bureau qui va nous permettre de retranscrire ces derniers. Nous avons aussi une commode inutile, un tapis au motif aztèque tout aussi inutile, une télé éteinte et une console qui prouve que Madotsuki se la donne probablement sur Dark Souls à ses heures perdues. Mais ce qui intrigue le plus, c'est cette porte. Oui, cette porte. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire quand le jeu nous propose une alternative qui s'oppose à la première règle du jeu ? Et ben en tout cas, moi en tant que joueur, mon premier réflexe c'était de tenter de l'ouvrir, puisqu'on nous a vendu un gameplay à choix unique, mais quand j'essaie de sortir, Madotsuki hoche la tête sur un ululement. Madotsuki ne veut pas. Ce qui veut dire que la première règle du jeu qui nous a laissé tacitement comme seul choix que d'aller dans notre lit n'est pas seulement une question de gameplay, mais aussi parce que Madotsuki ne veut pas sortir. Et ça déjà c'est étrange. On aurait pu retirer cette porte pour qu'elle n'attire pas l'œil, on aurait laissé un mur vide pour ne pas attirer le joueur et le conforter dans l'idée d'aller dans le lit. Mais c'est un jeu vidéo, on aurait pu clairement faire le choix de design de pas mettre cette porte, mais non. Cette porte, elle est bien là. Ça veut dire que Kikiyama a décidé de mettre cette porte ici. Bon, soit, je vais pas m'acharner plus que ça et je vais me diriger de l'autre côté de sa chambre pour découvrir qu'en fait, on peut sortir. Ou du moins, on peut avoir l'illusion de sortir. Et en sortant sur ce balcon, on peut voir ses chaussons à l'extérieur, indiquant qu'actuellement Madotsuki se gèle les pieds dehors sans pouvoir faire quelque chose dans ce lieu. Et ça veut aussi dire que fondamentalement, la première règle est respectée puisque notre seul véritable choix est de retourner au lit, comme si ce lieu était juste l'extension de la chambre. Et au final, on peut aussi voir qu'il fait nuit à l'extérieur, et vous savez quoi ? Quoi de mieux que d'aller dormir quand il fait nuit ? Et bah c'est parti, parce que c'est le but du jeu à la base, et puis avec cette très longue vidéo, ça nous permettra d'avancer un petit peu puisque j'ai l'impression que l'introduction commence à se faire un peu longue. Fondu au noir, on est sur le balcon. D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'une douce musique apaisante s'est lancée pour bien nous montrer que ça y est, nous sommes bien en train de rêver. Une fois dans la chambre, on remarque que rien n'a changé, tout est en place. Enfin tout sauf la télé puisqu'on peut voir que le programme en cours a l'air bien creepy et on aura beau éteindre et redémarrer la télé, on retombera à chaque fois sur ce programme, du moins jusqu'à ce que l'écran devienne rouge et que l'on tombe sur ça. Sans faire exprès, j'ai déclenché le premier événement du jeu. La communauté l'appelle Aztec Rave Party au vu des dessins qui défilent frénétiquement, mais à ce stade du jeu, on comprend basiquement rien à part l'étonnement qui en découle et le questionnement de pourquoi Madotsuki rêve de ce genre de truc. Et puis de toute manière, il nous reste plus qu'à éteindre la télé pour nous diriger vers la fameuse porte que la jeune fille ne voulait pas franchir précédemment. Après tout, elle n'a que ça à faire, rien à craindre, à part ses propres rêves dans lesquels elle va plonger plus profondément. En gros, c'est ainsi que tout commence, vraiment. Derrière cette porte se trouve un lieu étrange. Et cet endroit s'appelle le Nexus.
Il agit comme une espèce de hub afin d'accéder aux différents rêves, mais c'est aussi l'endroit où nous sommes censés déposer les différents effects que l'on va collecter d'après la deuxième règle. Nous avons alors le choix d'embarquer dans un des 12 rêves mis à disposition, incarnés par ces 12 portes, aux coloris qui semblent décrire leur contenu. Maintenant, nous devons choisir entre une de ces 12 portes pour entrer dans ces rêves et commencer l'aventure de Madotsuki. Mais puisque la vidéo est probablement très longue, je vais probablement vous énumérer ces 12 rêves plutôt que de vous les présenter en détail. En premier lieu, nous avons des rêves plutôt rassurants comme le monde des néons, le monde de la forêt ou encore le monde de la neige qui se trouve être adorable ou du moins en apparence. Évidemment, nous avons aussi des rêves étranges parce que c'est le principe d'un rêve comme le monde des blocs, le monde des graffitis ou encore le monde des mecs en bouclier. Là, la traduction laisse un peu à désirer là-dessus. Ensuite, nous avons des rêves mélancoliques, soit le monde des murs, le monde des flaques ou le monde des bougies. Ce qui nous amène enfin sur les rêves les plus terrifiants, le monde sombre, le monde des globes oculaires et le monde des chiffres sur lesquels je reviendrai en détail plus tard par contre. Alors, personnellement et instinctivement, j'ai pris en premier une des portes les plus proches de moi à mon arrivée dans le Nexus, soit la porte de la forêt. Et logiquement, première chose, j'y ai trouvé des arbres. Et ensuite ces trucs aussi, très souvent. Il y en a beaucoup. Je sais pas si c'était le meilleur choix en tout cas là, mais j'avais le sentiment mitigé. Je veux dire, j'étais perdu et je vous jure que j'ai questionné mes choix de vie quand j'ai traversé la carte de haut en bas pendant très longtemps sans jamais rien trouver et que j'ai fait la même chose de gauche à droite pendant très longtemps aussi sans même savoir ce que je cherchais, sans me rendre compte en fait que la carte était homogène à une boule topologiquement parlant, ce qui veut dire que les bords de la carte étaient connectés. Mon dieu, quel débile. J'ai alors commencé à me déplacer normalement et je me suis rappelé de la seconde règle qui consistait à interagir avec les personnages pour obtenir ces effects. Et est-ce que ces trucs qui se bavent dessus comptent? De toute manière, quand on clique dessus, on les collectionne au-dessus de notre tête sans pouvoir faire quelque chose avec. Et à force de me balader, je suis arrivé dans ce que le jeu appelle la Carpet Plaza. Donc la place des tapis. Un endroit tout à fait charmant où tout devient sombre hormis des tapis qui ont un visage et des personnages féminins à tête de poule qui nous courent après. Et elles vont vraiment vite ces saloperies, j'ai serré les fesses pour pas qu'elles me chopent et je me suis enfui très vite de cet endroit de malheur pour retrouver mes arbres. Pas sûr que je pouvais interagir avec elles en tout cas. Et après j'ai continué de chercher désespérément un quelconque effect et je sais pas si c'était une question de malchance mais j'ai vraiment pas réussi à... Oh, regardez cette mignonne petite grenouille. Alors oui, ça peut paraître étrange, mais c'est le truc le plus normal que j'ai vu depuis les 15 dernières minutes de jeu. Alors j'étais vachement content quand Madotsuki a pu interagir avec elle, ce qui va déclencher un petit jingle, une banderole et hop, après 10 minutes de vidéo, j'ai obtenu mon premier effect. Alors du coup, interagir avec ce petit personnage m'aura permis de débloquer l'effect de la grenouille, mais c'est pas tout, parce qu'en ouvrant le menu, on peut sélectionner cette grenouille et tadam, se transformer en batracien. Et c'est ça, un effect, c'est littéralement un attribut qui donne un effet à Madotsuki quand elle l'utilise. Et après toutes ces explications, j'imagine que vous avez bien compris comment le jeu fonctionne à présent. On va dans un rêve, on explore, on recherche un personnage, Madotsuki interagit et trouve un nouvel effect. En principe, ça a l'air vachement simple, mais sachez bien qu'un rêve n'est pas toujours tendre à vous prendre par la main. Non, un rêve peut s'imbriquer dans un autre, qui lui-même s'imbrique dans un autre à tel point qu'on ne saurait même plus si on est bien en train de rêver. Tout le monde connaît Inception, je suppose, et bah là... c'est fondamentalement la même chose. À partir des 12 rêves originaux, on peut descendre loin, très loin dans les tréfonds oniriques de Madotsuki jusqu'à tomber dans un magnifique lac, un enfer, dans l'effroi, dans la fuite, dans le désert, sur la route, dans le noir, sur le toit, dans ses peurs, sous la pluie, dans le passé. Et par exemple, on retrouvera l'effect du bonnet dans le monde des blocs, caché au centre d'un amas de ces derniers. On peut trouver la bicyclette allongée sur le sol du monde des graffitis, plutôt pratique puisqu'elle nous permet d'aller beaucoup plus vite, et ça je l'ai su bien trop tard dans le jeu malheureusement. Ou encore avec l'exemple d'un rêve profond, l'effect de la sorcière qui nous est donné par un arbre dans un sous-rêve, un peu difficile d'accès. Bref, tant de lieux qui regorgeront de choses à voir et visiter et qui posséderont peut-être même pas d'effect. C'est un peu comme une immense chasse au trésor, sauf que bah là t'as pas de carte. Revenons à nos moutons parce que maintenant j'ai compris comment le jeu fonctionnait et j'ai entrepris d'explorer chaque parcelle du rêve de Madotsuki. En me baladant à travers les rêves, j'ai rencontré par exemple un fantôme plutôt bizarre dans un endroit très creepy, j'avais pas vraiment envie de m'y éterniser d'ailleurs. J'ai exploré le monde des blocs longtemps, genre... très longtemps, à tel point que la musique m'insupporte maintenant. Je me suis aussi arrêté devant chaque tableau du monde des murs pour voir s'il se passait quelque chose en vain. Par contre, j'ai pu y rencontrer des créatures errantes avec une grande bouche, il y avait aussi des taches de sang proches de ces derniers, et je me suis laissé penser qu'ils avaient peut-être dévoré les autres personnages de ce lieu, puisque ce rêve est complètement vide, mais vide de chez vide. C'est juste un accès aux égouts, un lieu vraiment mystique,
plutôt flippant en vrai, et c'est assez fou le changement d'ambiance extrêmement rapide dans ce jeu. On peut arriver d'un endroit complètement inoffensif et tomber sur un élément déroutant qui change toute notre perception du lieu. C'est ultra intriguant. Après, assez rapidement, je suis arrivé dans le sous-rêve du désert. Celui-ci est vraiment particulier puisque sa carte est bien plus grande que les autres. La sensation de solitude y est alors décuplée, mais on peut y trouver des éléments intéressants comme la petite fête des femmes à tête de poule, un oasis, ou justement ce bloc. Et quand Madotsuki met sa tête à l'intérieur afin d'observer, on a soudainement un spectacle aussi déroutant que celui de sa télé une fois passé dans le monde des rêves. Des couleurs flashy, des symboles aztèques, des personnages qui semblent danser. Encore un élément qui n'est pas sans rappeler la culture amérindienne et qu'on peut rajouter à tous les autres, à savoir le tapis dans sa chambre, l'autre scène de danse aztèque dans sa télé, littéralement nommée Aztec Rave Party dans les fichiers du jeu, auquel on ajoute les dessins méso-américains sur les tableaux du monde des murs que j'ai observé très longtemps, ainsi que les statues paracas du monde des mecs au bouclier jusqu'au background mouvant de la plupart des rêves de Madotsuki. J'aimerais ajouter même que ce background mouvant précis, outre la ressemblance frappante avec un Inca, représente un rituel de la civilisation péruvienne Paracas vieux de plus de 2000 ans. Un rituel consistant à vomir pour évacuer les toxines de leur système physique et spirituel, le serpent beige sortant de sa bouche représentant les toxines piégées dans le dégobie. On remarquera d'ailleurs que plusieurs autres backgrounds ou personnages sont représentés en train de régurgiter quelque chose, même les singes de l'Aztec Rave Party. Je veux dire, ça commence à faire beaucoup de références à cette culture, non? Et ben en tout cas, moi, ça a fait germer dans ma tête l'idée que Madotsuki était péruvienne. Mais comment ça, péruvienne? Le jeu est japonais, Madotsuki est japonaise. En fait, Madotsuki serait ce qu'on appelle une Nikkei, ce qui veut dire seconde génération en japonais, dû au fait que 0,1% de la population péruvienne soit en fait japonaise, puisqu'en 1897, le Japon et le Pérou ont décidé d'ouvrir leurs frontières maritimes, et ce geste aura permis à énormément d'agriculteurs japonais de s'installer là-bas afin d'y refaire leur vie. Et mon ressenti est renforcé lorsqu'on sait que la musique du monde des mecs au bouclier s'appelle Ethnic World. On pourrait même associer le monde du désert nommé Wilderness en anglais et Région sauvage en français à la vision étrangère que Madotsuki éprouve face à ce nouveau pays dans lequel elle vient d'emménager. D'ailleurs, et j'ai cherché longtemps, mais dans le désert on peut finir par tomber sur un escalier géant. Si Madotsuki l'emprunte, on commence à entendre l'écho de son assourdissant comme les cloches de l'entrée du paradis. Voilà, c'est comme si on grimpait les marches de la libération, surplombant le désert émotionnel de Madotsuki envers son nouvel entourage. La théorie se renforce d'autant plus lorsque l'on arrive en haut, au bout de la falaise. Madotsuki apercevra des personnes dont le regard fut absorbé par l'horizon endormi. Elle s'approche doucement et contemple les douces lumières vacillantes de la ville, sa ville. Les lumières incarnent pour elle ou pour l'auteur la réminiscence des souvenirs nostalgiques de son pays d'origine, un panorama mélancolique. Pour une fois, si vous le voulez bien, asseyons-nous devant la douce amertume de cette lointaine nostalgie. Une petite sauvegarde. Allez, une petite sauvegarde. Maintenant, toujours dans la suite logique de mes explorations, j'avais décidé d'aller plonger dans le rêve de la neige. On ouvre la porte sur un bruitage ultra sinistre, et hop, on y est. Et je vais vous dire, ça tombe bien qu'on aille dans le monde des neiges, étant donné que c'est probablement mon rêve favori parmi les 12 originaux. Déjà pour l'ambiance féerique qui règne, avec sa neige qui me rappelle mon enfance en hiver et les igloos éparpillés ci et là, mais aussi et surtout grâce à la musique au rythme inoubliable et à la mélodie rassurante qui nous transporte dans un monde de cristal scintillant. Sans déconner, je pense que c'est la musique que j'ai préférée par toutes celles qui sont proposées dans le jeu, et je pèse vraiment mes mots. D'ailleurs, l'effet de ce rêve se trouve extrêmement rapidement, il n'y a vraiment aucune prise de tête, il suffit juste de parler avec la Yuki-onna au-dessus de la porte, une femme fantôme errant dans la neige dans l'espoir de trouver son être bien-aimé. En fait, la vraie utilité de ce lieu, ce sont les igloos. Oui, les igloos, ou en fait non, parce qu'en fait la plupart sont vides, il y en a bien un, on retrouve une fille endormie sans personne pour la réveiller, qui s'appellerait d'ailleurs Kamakuro. Évidemment, celui qui nous intéresse le plus, celui où l'on trouve le lac rose. Oui, ce petit truc c'est un lac. Et qu'est-ce qu'on fait dans un lac? Bah on plonge dedans. Bienvenue dans le lac rose. Alors oui, c'est plus grand à l'intérieur. Et oui, ici la musique s'écoule comme des gouttes d'eau. Évidemment, le premier réflexe de n'importe qui est de longer la côte scintillante jusqu'à ce ballon. Ça a l'air d'être un piège, et c'est probablement un piège. Je veux dire qu'on a déjà vu assez de films d'horreur où des enfants se font kidnapper parce qu'ils voulaient un ballon, mais on va quand même le prendre.
Et là, comme si vous étiez aussi légère qu'une plume sous un vent transcendant, vous êtes transporté dans l'eau rosacée du lac, loin de la côte. C'était peut-être un piège finalement, non? Ah, à ce moment-là, vous pouvez bien essayer de vous enfuir par la mer, mais ça va être long, tellement long que Madotsuki ne veut plus marcher. Bon, par contre, il va falloir quand même continuer à avancer, donc on continue vers le nord pour trouver une issue, et oh, un autre ballon. C'est inopiné, mais on sait ce qu'ils font maintenant, ces ballons. Effectivement, nous sommes tirés d'affaire, on est téléporté juste devant un palace en forme de cône, probablement une zone cachée de la zone du lac rose. Mais pourquoi caché si loin? Qui pourrait même vivre là, au fond d'un rêve profond de Madotsuki, isolé de toute chose sur une île? Et ben en fait, c'est une petite fille. Une fille dont on ne sait rien, à part qu'elle s'appelle Poniko, si on va sur le wiki. Une simple petite fille dans une chambre, tout ce qu'il y a de plus normal, un bureau, un lit, une commode, comme Madotsuki. Et au départ, je voulais interagir avec elle, voir si on pouvait être amis. J'ai même utilisé des effects pour voir, mais il n'y a rien qui marchait. Et je veux dire, c'est bien mignon comme nom Poniko, mais je me sentais un peu bizarre parce que à chaque fois que l'on croisait une petite fille dans le jeu, elle était tout le temps toute seule, isolée de tout, et je comprenais pas pourquoi. Après je dis ça, mais ce sentiment s'est vite estompé quand j'ai aperçu qu'il y avait un tout petit interrupteur devant l'entrée de sa chambre, et évidemment, je suis un gamer et j'appuie sur les boutons, surtout si ça allume et éteint la lumière. S'ensuit alors quelques essais assez fourbes où j'allume et éteins la lumière en sortant de chez elle pour la narguer comme un gamin. Oui, j'avais que ça à faire, et j'étais loin de me douter que j'allais provoquer quelque chose. J'ai legit jamais autant sursauté devant un jeu vidéo depuis très longtemps. À ce moment, j'ai compris, tout le monde a compris que ce jeu n'était pas simplement qu'une petite chasse au trésor. Il devient évident que des choses bien plus sombres se cachent dans les rêves de Madotsuki. Pour vous résumer ce qui vient de se passer, Madotsuki a éteint la lumière de la chambre de Poniko à plusieurs reprises, et si cela n'a que très peu d'effet habituellement, quelque chose d'horrible peut se produire. La pièce devient soudainement sombre, des yeux menaçants vous fixeront à travers la fenêtre, les murs se mettront à trembler sur une musique confirmant que nous nous sommes foutus. Impossible de sortir d'ici, nous sommes bloqués, en face à face avec cette chose, Uboa. Uboa, c'est lui. Un masque menaçant semblant recouvrir un drap noir, ancré au milieu de la pièce. Son nom ne veut absolument rien dire en anglais comme en japonais, par contre on pourrait facilement le lier à un cri d'effroi courant au Japon prononcé Uwa. Ce mystérieux personnage a une chance sur 64 d'être rencontré par Madotsuki. L'auteur a voulu cacher nécessairement son existence tout en laissant l'opportunité de découvrir sa nature. Mais pourquoi? Qui est-il? Personne ne sait, et encore moins Madotsuki en ce moment présent. Tout ce dont elle est certaine actuellement, c'est que la seule issue possible de ce lieu est de toucher cette entité. Mais évidemment, à partir du moment où vous le touchez, vous êtes transporté ici. Un piège sans issue, un piège anxiogène, dont la mélodie dissonante de raclement de cuillère amplifie l'essence. Sérieux, même les décors sont faits de noir et de blanc comme pour contraster avec les autres rêves de Madotsuki. On a seulement ces immenses créatures au fond qui sont mises en valeur par un rouge écarlate, sans compter qu'elles sont en train de vomir, comme si c'était pour nous indiquer que Madotsuki était une toxine dont il fallait se débarrasser dans ce lieu austère. Et lorsqu'elle marche sur l'ignoble chemin sans issue, le bruit de pas semble être le même que dans le lac rose, et cela pourrait tout aussi bien être autre chose, comme des déglutitions qui joncheraient le sol de cette prison. Et au final, on a beau tourner en rond, on ne peut toujours pas en sortir. Le seul moyen, c'est de se réveiller. Mais du coup, c'est quoi cette chose ? Beaucoup de fan-théories sur son cas, Certains pensent que ce serait Poniko qui aurait revêtu un drap et un masque afin d'éjecter Madotsuki de sa chambre. Après tout, elle éteignait et allumait la lumière sans arrêt, même si la réaction semble un poil excessive. Après avoir lu le manga inspiré du jeu vidéo, on peut voir qu'Uboa n'éjecte pas seulement Madotsuki de la chambre de Poniko, mais qu'il agresse cette dernière dans un pur acte de méchanceté. Le manga n'est pas canon avec le jeu, mais rien ne semble fantaisiste non plus. Faut pas oublier que Poniko et son alter ego Uboa ont été exilés sur une petite île du lac rose dans un sous-rêve de Madotsuki, comme si cela résultait d'une punition. Sans compter qu'encore une fois, l'auteur Kikiyama délibérément cachait Uboa d'une manière à ce que certains joueurs tombent dessus. Il voulait que certains voient cette chose, il voulait que l'on voit cette part d'ombre, comme si Uboa était la matérialisation d'un traumatisme de Madotsuki enfoui au plus profond de ses rêves, peut-être même un traumatisme impliquant un parent,
puisqu'elle crie le nom de sa mère lorsqu'Uboa l'agresse. Des planches de dessin qui laissent suggérer une maltraitance, voire un viol. Si on se réfère une dernière fois au manga, Poniko aurait même arraché les effets de notre jeune fille présentés comme des souvenirs, à présent perdus et enfouis dans ses rêves, et pour les récupérer, Madotsuki se libéra des pulsions de violence extrême, allant même jusqu'au meurtre. Et c'est là qu'entrent en scène les 3 mondes des rêves terrifiants que je vous avais promis de revoir plus en détail au tout début de la vidéo. Dans ces dernières, il y a un rêve sombre. Un rêve tellement obscur que l'on ne peut même pas naviguer à l'intérieur sans y voir quelque chose. Mais dès lors que vous aurez trouvé comment éclairer autour de vous, vous tomberez sur un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine au centre de 2 mains gigantesques gravées sur le sol, poussant à une tentation diabolique. Et ce couteau, une fois dans les mains de Madotsuki, changera toute l'organisation que le jeu proposait. Toute votre expérience va définitivement changer puisque vous aurez la possibilité de tuer la quasi-totalité des rares habitants oniriques que vous croiserez. Le jeu nous offre la possibilité de le faire et en fait cette possibilité se trouve une presque obligation. En tant que joueur, quand on t'offre une arme, il est contre nature de ne pas l'utiliser. Je veux dire, dans un RPG, si on t'offre un arc, tu vas forcément l'essayer. Si dans Zelda on t'offre des bombes, tu vas les utiliser. Bah là c'est pareil. Et en fait, de par l'univers vidéoludique, Yumeniki nous amène forcément vers une confession interne, celle qu'en chacun de nous se trouvent des pulsions interdites, un peu comme quand vous essayez d'écraser des piétons sur GTA parce que c'est satisfaisant. Et tout le monde voit absolument ce que je veux dire ici. Mais dans ce jeu, on est très loin de la satisfaction parce que dès que vous équipez l'effect du couteau de cuisine à côté d'autres personnages, ils s'éloigneront de terreur en changeant leur expression et leur direction, comme s'ils savaient qu'ils allaient potentiellement être tués, et à chaque fois que je le faisais, je me sentais plutôt bizarre. C'est comme si ces petits artworks dégageaient plus d'humanité que des modèles 3D de GTA, si vous voulez, justement à cause de l'ambiance préalablement paisible du jeu. Et malgré ça, j'ai essayé mon arme plusieurs fois pour voir si cela trigger pas un événement, mais non. À chaque fois, ma victime criait d'agonie de manière horrifiante, comme si le couteau ne devait pas être utilisé comme ça, et s'étalait sur le sol. Mais encore, si ça s'arrêtait là, soit, j'aurais pas autant insisté dessus, mais dans le monde des nombres se trouve une salle spéciale, une salle dédiée à ces pulsions meurtrières, la Stabbing Room. Une salle qui, pour commencer, est bloquée par un personnage inoffensif. Il ne bougera pas, et même si vous sortez votre couteau, il ne bougera pas non plus. Et là, à ce moment précis, vous pensez à 2 choses. La première, c'est qu'il doit avoir quelque chose d'important là derrière, et la seconde, si vous avez bien suivi jusqu'ici, c'est que pour passer, vous devez le tuer. Vous attendez alors son cri de douleur pour passer, et puis vous empruntez la porte qu'il gardait, pour vous rendre compte que vous venez d'entrer dans une salle remplie de ce même personnage inoffensif, des Willies, ce marchant dessus et tentant de s'enfuir en vous voyant armé de votre couteau. Mais vous n'avez pas tué le précédent pour rien. Alors, dans le doute, Madotsuki commence à tuer ceux-là aussi, encore et encore, escaladant la violence toujours plus. Et tout ça pourquoi ? Pour absolument rien. La salle que vous venez nettoyer est vide, complètement vide. La salle n'a rien à offrir, à part, comme son nom l'indique, d'offrir un nombre incalculable de meurtres possibles. Mais ça, fondamentalement, vous le saviez déjà avant de rentrer, parce que le prix à payer pour pouvoir tuer est de se laisser tenter par le vice une première fois jusqu'à rendre l'acte complètement banal. Et cette salle ne sert juste qu'à ça. C'est un cas de figure très rare dans les jeux vidéo, de pouvoir tuer sans avoir à gagner quelque chose en retour. Et la Stabbing Room est juste un avertissement que tuer n'est pas une chose qui te fera gagner quelque chose dans le jeu. Et pourtant des marques de violence et d'autres marques sanglantes, on en retrouve un peu partout dans le jeu, rien que dans le rêve des globes oculaires où des membres d'un corps humain se déplacent seuls dans l'espace sombre et vide de ce rêve. Il y a même des personnages ensanglantés comme s'ils avaient été tués, et je vous avais aussi parlé des monstres avec une grande bouche retrouvés pas très loin de marques sanglantes. Du coup le jeu essaie de nous faire passer comme message que tuer n'apporte absolument rien, comme satisfaction ni punition, mais un message qui se contredit avec la violence quasi omniprésente dans le jeu. Rien qu'en restant dans le rêve des nombres, si Madotsuki essaie d'assassiner la femme poulet du dortoir, elle nous emprisonnera et le background sera envahi de caractères japonais signifiant A. Mis de bout en bout, cela équivaut à un cri d'agonie. Par contre, si on essaie de la fuir en se cachant dans le placard, action la plus logique quand on a déjà joué à Outlast, eh bien la jeune fille sera transportée sur la place des guillotines, une musique stressante, des poursuivantes qui ne veulent que votre mort, et des guillotines éparpillées sur la place d'un rouge cramoisi. Et pour en finir avec le monde des nombres, je vais vous parler d'une dernière preuve de la violence sous-jacente
du jeu. Si on regarde bien la tapisserie de ce monde-là, on y voit des fermetures éclairs avec des petits bras qui, en temps normal, ne sont que de la décoration. Et je dis bien en temps normal, parce que c'est pas le cas du plus gros secret de Yume Nikki. En se rendant au point le plus au sud de ce rêve et en s'armant du couteau de cuisine, on plante ce dernier dans la fermeture éclair pour laisser apparaître une ouverture sur un long cri d'agonie. On s'y faufile, on tombe sur un long couloir et putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce machin nous regarde de manière extrêmement lubrique et frotte la rambarde de manière vachement suggestive. En regardant bien, on peut même s'apercevoir que son corps est phallique et sa couleur renforce le trait malsain de ce personnage. Et juste pour ça, je voulais tenter de le tuer, mais quand j'ai sorti mon couteau, il frottait la rambarde encore plus rapidement, comme si ça l'excitait. Mais quoi ? En plus, c'est pas seulement ça qui est délirant avec cet endroit secret, parce que si on continue notre chemin et qu'on monte rapidement les escaliers sans faire attention à lui, et que l'on arrive au bout, on tombe sur cette porte. Elle vous dit rien, cette porte ? Rappelez-vous que j'avais bien insisté sur la porte de la chambre de Madotsuki au tout début de la vidéo, et pourquoi ? Parce que cette porte-là, c'est exactement la même. Et si cette porte est la même, peu importe ce qu'il y a derrière, ce sera réellement la représentation de ce que Madotsuki fuit et refuse de voir depuis le tout début. Je crois qu'il est temps d'aller écrire sur le bureau là. En fait, c'était tellement vénère que Madotsuki s'est réveillé comme si le cauchemar était devenu tellement insoutenable qu'il l'a projeté hors de ses rêves. Et ce visage est une preuve que ce jeu a des significations encore plus profondes, c'est certain, comme une espèce de message subliminal codé par des gribouillis incompréhensibles. Et d'ailleurs, le bonhomme lubrique dans la cage d'escalier tenait peut-être comme conviction de nous dissuader d'ouvrir cette porte en nous faisant peur. D'ailleurs, dans les fichiers du jeu, il s'appelle Kyukyu-kun, où Q peut se traduire par 9 en japonais. Et je vous l'ai pas dit, mais la touche 9 du clavier permet de se réveiller. Il voulait absolument que l'on se réveille, sans que l'on sache pourquoi. Même son nom était un avertissement. Et pour les joueurs ayant trouvé ce visage, cela ne fait aucun doute, il rappelle nécessairement une connotation sexuelle. Rien que pour Kyukyu-kun frottant la rambarde, ça rentre dans le thème, mais on peut aussi parler du visage en lui-même puisqu'il est composé d'un pénis en son centre. Et la découverte de ce secret caché a bien amplifié la théorie du viol, et je pourrais vous en parler pendant 30 minutes supplémentaires détail par détail, mais je vais essayer de me contenir parce que j'ai vraiment pas le temps. Déjà, pour accéder à ce secret, on doit rentrer de force par une fermeture éclair, ce qui pourrait très bien être une braguette de pantalon qu'une main vide aurait forcé. Les murs du monde des nombres sont remplis de ces fermetures éclairs, et ce monde en lui-même représente trop l'école malsaine. Des nombres partout, des couloirs, des dortoirs et ces femmes à tête de poule représentant sans doute les jeunes filles populaires de son école. Il est clair que le viol s'est produit là-bas, dans le dortoir d'un internat, soit par un professeur, soit par ses camarades qui l'a harcelé. Je pourrais tout aussi bien vous parler de ces étranges personnages ressemblant à des personnes enceintes, tête coupée comme si elles avaient été aliénées par leur triste sort, perdant la raison, ou encore du lien potentiel de tout ça avec Uboa, mais j'aime vraiment pas du tout l'intégralité de toute cette théorie autour du viol, sans compter qu'il y a d'autres choses que l'on pourrait mettre en lumière par rapport à cet événement-là. D'ailleurs, était-ce vraiment un visage parce que moi je trouve que ça ressemble énormément à un dessin que l'on montre à un patient psychiatrique, vous savez là, les tests de Rorschach. Et même en faisant plus de recherches, je suis tombé sur une des versions du chat de Louis Vane, une pièce d'art qui recoupe parfaitement avec ce prétendu visage. En fait, les chats de Louis Vane sont une série artistique réalisée lors de ses séjours psychiatriques, un chat par séjour, mais l'ordre et l'état de réalisation de ses œuvres sont inconnus car aucune note n'a été retrouvée les concernant. On ne sait pas s'il a fait une crise particulière ou s'il était sous prise médicamenteuse au moment des dessins. Mais malgré tout, et vous vous doutez bien avec ce genre de dessin dégénératif, Louis Vane était devenu schizophrène. Il aurait alors dessiné ses chats sous l'instabilité mentale et la folie grandissante à l'intérieur de lui, et ces chats auraient été réalisés à chaque séjour en institution psychiatrique, dégradant la forme d'origine d'un chat à vue d'œil à chaque fois, de manière à suivre l'évolution de sa maladie en posant une preuve qui servait de représentation dévastatrice de ce qu'il devenait. D'ailleurs, on retrouve la même manière artistique de description de maladies neurodégénératives dans l'œuvre The Caretaker avec la dégradation symphonique de l'album pour signifier la perte de la mémoire graduelle à cause de la maladie d'Alzheimer. Une œuvre très connue, donc je vais pas revenir en détail dessus, mais une œuvre qui recoupe parfaitement avec la série de dessins des chats de Louis Vane, et alors peut-être aussi avec ce visage que Madotsuki rencontre au fond d'elle. Si on cherche bien, la dimension psychiatrique est aussi présente, on pourra retrouver une simili-salle d'attente menant dans une autre salle qui semble être un bureau de docteur dans ses rêves profonds.
poussant directement vers le lien avec des séances de psychiatrie auxquelles elle participerait pour se faire aider. Le visage serait la représentation de la folie meurtrière et des pulsions instables résidant au sein de Madotsuki, une porte qu'il ne fallait pas ouvrir, mais que le couteau a entrouvert, une porte qui devait rester scellée à tout prix, mais qui est à présent grande ouverte. Personnellement, je préfère la théorie de la folie pour expliquer ce visage, mais dans tous les cas, il est clair que cette abomination ne soit pas anodine pour Madotsuki. Dans son esprit, il est clair et précis qu'elle tente de fuir quelque chose au travers de ses rêves, l'isolation presque systématique de presque tous les personnages et surtout les petites filles, ou même la persécution des femmes poulets envers Madotsuki. En réalité, ces personnages aux allures de poulet s'appellent Tori Ningen, soit littéralement poulet humain en japonais, et symboliseraient les filles populaires de l'école qui se ressembleraient toutes d'après la théorie des femmes. Vous savez, un peu comme nous quand on dit qu'un tel ou un tel est un mouton. Et ça aussi, c'est pas stupide quand on sait qu'elles s'en prennent à Madotsuki jusqu'à l'isoler loin de n'importe qui, comme le ferait un ou des harceleurs, distordant ainsi la vision des personnes étrangères comme des monstres bons qu'à arracher le bonheur des autres. En ajoutant à ça le rêve des nombres qui pourrait avoir un rapport direct avec l'école, puis la porte qu'elle refuse d'emprunter, on se rend vite compte qu'elle ne voit jamais le monde extérieur, nuit et jour, en s'enfermant dans les rêves. Il est clair qu'il y a un sentiment de s'exclure de la société, et ce de manière volontaire. En sortant de temps en temps sur le balcon, on peut voir que le ciel change, que le temps avance, et pourtant Madotsuki refuse toujours de sortir et s'enferme dans les rêves. Elle fuit. Il est certain qu'elle fuit. Elle fuit peut-être un traumatisme important, un deuil, ses pulsions, la peur de sortir dans un pays qu'elle ne connaît plus, un harcèlement de ses camarades ou peut-être tout à la fois. En tout cas, l'anxiété qui découle est même représentée à l'état onirique avec les déserts blancs A et B, des sous-rêves un peu cachés qui, comme leur nom l'indique, transpirent la joie. Tout y est de noir et de blanc, on y trouve beaucoup de structures perturbantes et de créatures dysmorphiques, un endroit extrêmement gênant dans sa manière d'exister. Pour vous dire, même la musique est perturbante puisqu'elle est partagée avec le piège du boa, et vous l'aurez remarqué, c'est pas le seul point commun avec ce piège. Se balader dans ce lieu, c'est comme être aspiré par le stress, tout veut nous chasser, tout veut nous plonger dans la solitude la plus anxiogène. Et pour le coup, les lieux qui veulent nous rendre seuls, il y en a plein d'autres dans le jeu. Madotsuki est quasiment constamment seul, et peut-être même que la véritable cause de son exclusion maladive se trouve bel et bien dans le jeu. Alors je vous ai caché des choses depuis le début de cette très longue vidéo. Il y a bien un rêve profond que je ne vous ai pas encore montré malgré son importance capitale sur le reste du jeu. Pour y accéder, il faut passer par un des 12 rêves originaux, le rêve des flaques, soit le monde le plus liminal du jeu. Une grande étendue vide, complètement vide, il n'y a aucun personnage, seulement des flaques au sol sur lesquelles se reflète un ciel nuageux, des flaques reflétant des souvenirs lointains. Mais dans ce monde, on peut trouver un seul lampadaire près duquel on trouvera l'effet du parapluie, et surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, on peut trouver une entrée rouge vers un rêve profond. Après l'avoir emprunté par curiosité, Madotsuki se retrouve alors à la lisière d'une forêt sous une pluie battante. Étrange, un rêve sous la pluie juste à côté d'un rêve où il y a des flaques, mais le plus intéressant encore, ce n'est non pas cette machine à café complètement inutile, mais cette route. Oui, cette route. Et alors, si vous la prenez sur votre gauche comme moi, croyez-moi, vous pourrez marcher. Et vous pourrez marcher longtemps, mais il se passera rien. Alors que si vous prenez cette route sur la droite, vous tomberez sur ce bonhomme Méduse. Le réflexe normal est d'interagir instinctivement avec ce personnage pour avoir un effect, mais à la place, on aura juste à entendre un tintement de cloche, et vous êtes ravi de ce son, certes, mais ça ne change rien à votre vie, et normalement, vous continuerez votre course sur votre droite en pensant que ça fera le tour avec le côté gauche de la route, puisque évidemment, chaque rêve est homéomorphe à une sphère repliée sur elle-même, et bah c'est là que le jeu est plutôt malin, parce que le jeu va changer complètement de règles. En effet, en ayant interagi avec ce bonhomme Méduse, Madotsuki a en fait ouvert la voie vers ce chemin, là où elle n'aurait en fait rejoint que la gauche si elle n'avait pas interagi avec ce bonhomme Méduse, comme s'il servait de protection de gardien pour cacher quelque chose dans son rêve. Mais c'est pas fini, puisque sur ce nouveau chemin, vous allez marcher encore et encore, marcher, tout ça sous les yeux effroyables de ces créatures flottantes extrêmement creepy. Et vous aurez beau marcher, mais vous n'atteindrez jamais le bout du chemin, comme quand vous essayez d'atteindre le haut des escaliers dans Mario 64. Un chemin fini, mais une distance infinie. Pourtant, il y a forcément quelque chose de plus que ces créatures qui ressemblent à des talismans flottants, et c'est là que j'ai eu l'idée de faire demi-tour. En réalité, j'ai surtout eu l'impression que ces créatures essayaient de nous intimider comme le faisait Kyukyu-kun pour que l'on se réveille, mais en réalité cela voulait surtout dire qu'il y avait bien quelque chose à pas voir, ou à voir, ça dépend du point de vue, et du coup l'action de faire demi-tour a littéralement résolu le problème.
La règle avait encore une fois changé. Et maintenant, on pourrait se dire, qu'est-ce qui nécessiterait que l'on cache à ce point quelque chose aux joueurs? Qu'est-ce qui nécessiterait que l'on change 2 fois la règle tacite initiale du jeu pour le cacher? En tout cas, la suite était évidente, Madotsuki allait le savoir au bout de ce chemin. Un cadavre. Un Makabe gisant sur la route, avec son sang, victime d'un accident de la route. Mais quelle petite fille aurait un cadavre coincé au fond de ses rêves? Tout ça n'a l'air de pas avoir de sens, mais si on s'approche du cadavre, on a un effect. Et pas n'importe lequel, parce qu'on a le feu tricolore. Ce cadavre et ce feu tricolore sont définitivement pas anodins. Je veux dire, pourquoi le cacher si profondément dans le rêve de Madotsuki? Pourquoi changer les règles pour ça? C'est simple. Cela fait partie du passé de la jeune fille. Elle a été victime d'un accident de voiture. Un soir de pluie, elle aurait traversé la route avec sa famille. Une voiture serait arrivée un peu trop vite, fauchant mortellement quelqu'un sur la route. Ou peut-être plus que ça. Tout le reste du jeu semble nous transmettre cette théorie lorsque l'on y pense bien. La plupart des personnages que l'on rencontre représentent un gros strabisme au niveau des yeux et bavent pour la plupart d'entre eux, ce qui serait synonyme d'un gigantesque trauma crânien. Évidemment, cela pourrait être de naissance, mais puisque la présence du strabisme est omniprésente dans le jeu, on peut se poser la question, d'autant plus que Madotsuki a constamment les yeux fermés pour nous empêcher de le valider. En plus de ça, le thème des membres du corps est aussi omniprésent dans le jeu, que ce soit dans les déserts blancs A et B, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais aussi dans différents rêves profonds, ou bien juste dans le rêve des globes oculaires, où c'est littéralement le thème de ce rêve. La carte est littéralement remplie de membres gigotants dans tous les sens, des bras, des jambes, des yeux, des mains, en bref une galerie des horreurs qui aurait peut-être un but finalement. Maintenant, plus spécialement dans le désert blanc B, on peut y trouver 2 petites grottes, il y en a plusieurs dans ce monde horrible, mais celles que je vais vous présenter sont les seules réellement utiles. La première, on peut la traverser et en fait non. On sera bloqué par cette jeune fille, Monoko. On ne peut pas interagir avec elle et ses couleurs sont monochromes, comme si elle évoquait quelque chose de passé. J'étais certain qu'elle n'était pas inutile, alors j'ai tenté tous les effects sur elle. Et vous voyez le feu tricolore, celui qu'on vient de récupérer. Lorsque l'on utilise ce dernier sur des personnages lambda, il s'arrête comme si le feu rouge les stoppait. C'est logique après tout, c'est littéralement le but d'un feu tricolore. Et bah pour Monoko, cette logique ne s'applique pas. Bien plus que ça, l'effect déclenche l'événement Monoko. Son sprite change, fondu au noir. Le corps déformé de Monoko est affreux. On retrouve le strabisme, la bave résultant d'un trauma, comme dit à l'instant. Les membres sont placés aléatoirement sur son corps, comme si elle avait été percutée par quelque chose de lourd, par une voiture. Le tout déclenché par le feu rouge du feu tricolore. Monoko est la personnification même de l'accident. Maintenant, en continuant d'avancer dans le désert blanc B, on tombe sur la deuxième grotte, qui est juste à côté d'un personnage assez étrange. Une grotte que l'on peut traverser sans effort, il n'y a pas de lézard cette fois-ci. Enfin, jusqu'à ce que l'on assassine cet homme. Ce personnage, il s'appelle Dave Spector. Et il serait, selon ma théorie, l'homme au volant de la voiture ayant tué le piéton qui traversait la route. L'acte de vengeance résolu par la violence, que l'on connaît bien dans ce jeu, aura en fait cette fois-ci de déclencher l'événement Monoe. La grotte est sombre. Elle est très sombre, on n'y voit rien, mais si on avance, on y découvre une seconde petite fille monochrome, Monoe. Immobile et souriante, c'est une rencontre qui reste assez étrange, voire creepy, même en oubliant que l'on a assassiné quelqu'un pour la voir, sans compter que c'est le seul personnage du jeu à sourire. Et vous pourrez chercher, c'est vraiment la seule. Elle est si unique que lorsque l'on essaie de la toucher, Monoe disparaît immédiatement, comme si elle était la réminiscence de quelque chose. Une réalité impossible à obtenir ou à retrouver, et tout ce que je viens de vous présenter m'a fait penser à quelque chose. Plus j'ai commencé à jouer à Yumeniki, et plus une idée m'est venue en tête. Madotsuki fait partie des personnages qui ont été fauchés par la voiture de Dave Spector, mais si elle est encore en vie, c'est au prix de ses nombreux souvenirs qui se sont éparpillés. Madotsuki est devenue amnésique. Au fond, si on y réfléchit bien, les effects qu'elle doit ramasser dans ses rêves ne sont en fait que l'analogie de souvenirs signifiant quelque chose. Son parapluie durant les jours de pluie, l'écharpe que sa mère lui a probablement offerte, ses cheveux détachés, son vélo, des souvenirs qu'elle tenterait de réunir en s'enfuyant dans ses rêves, dans l'espoir de retrouver ce qu'elle était. Chaque petite fille isolée que l'on rencontre dans le jeu serait selon moi une version d'elle-même, Kamakoro la version endormie d'elle-même, Poniko la représentation de ses pulsions enfouies, Monoko sa version d'elle au moment de l'accident, et Monoe
la version de Madotsuki lorsqu'elle était insouciante et heureuse. Mais en fait, peut-être que tout ça n'a pas vraiment de sens. Yume-Nikki est un concentré d'énormément de choses qui exposent de la nostalgie, de la peur, de la paisibilité. Je dois l'avouer, essentiellement composé de nightmare fuel et d'éléments glauques qui pourraient faire pâlir n'importe quelle petite fille qui ne serait pas Madotsuki. Et peut-être que toutes ces choses sont juste le fruit du hasard et que Kikihama a juste placé ces éléments-là parce qu'il avait envie de les placer là. Tout donne l'impression de signifier des choses importantes qui s'évaporent juste au réveil et peut-être que tous ces personnages, ces événements ont juste le sens qu'on essaye de leur donner. Peut-être que depuis le début de cette vidéo, rien n'a de sens et tout est vain. Pour illustrer ça, je vais vous reparler de la première règle. On nous avait vendu un jeu où le seul choix possible, le seul, était d'aller dans notre lit pour aller rêver. Mais j'ai vite commencé à me dire que Madotsuki n'a en fait jamais été même réveillé. Rien qu'en avançant dans les rêves originaux, on retrouve beaucoup de lits éparpillés dans le jeu, dans lesquels on peut dormir. Et il y en a vraiment partout, certains même avec une faible probabilité de nous emporter dans un rêve profond au moment de s'y coucher. Et depuis le début du jeu, Madotsuki peut même s'asseoir dans un coin pour juste vibe avec la musique jusqu'à s'endormir lentement, doucement, tranquillement, au gré des notes. Nous ne sommes pas dans notre chambre au début du jeu, en fait on n'y a jamais été. Tout ça n'est que la représentation de ce qu'aurait pu être notre chambre, une chambre de petite fille que n'importe qui aurait pu avoir. Et oui, ça briserait instantanément la première règle du jeu, mais est-ce que c'est encore une référence à ce stade ? Je veux dire, même la seconde règle était fausse, les effets ont été que très rarement des personnages. Et vous voyez, juste le fait que ces briques de base, ces règles originelles soient bafouées, bah ça rend la chose encore plus vaine en fait. Ça nous conforte dans l'idée que rien n'a de sens, même pas les premières règles du jeu. Et c'est en ça que Yume-Nikki est une icône vidéoludique de notre génération, parce que tout est tellement hasardeux que ça en devient magique, tout s'emboîte pour former des interprétations uniques à chacun, pour créer une expérience tout aussi unique, avec les détails que seuls certains joueurs peuvent trouver. Par exemple, est-ce que vous saviez que ce truc s'appelle le Takofusen, et serait une maladie de fusion embryonnaire de deux jumeaux dans le ventre de leur mère ? On a une chance sur 3600 de tomber dessus en rentrant dans cette grotte, et moi je suis tombé dessus du premier coup, alors que d'autres ne connaissent même pas son existence. Pour moi, Yume-Nikki est probablement devenu une de mes références, même si au tout début j'étais sceptique au concept, j'ai finalement tout aimé dans le jeu. La longue solitude liminale qui découle de chacun des rêves de Madotsuki, les événements aléatoires qui surgissent comme des détails dans le jeu, les personnages qui jouent chacun des recoins les plus absurdes des rêves de Madotsuki, et surtout les musiques cultes qui vous resteront dans la tête pendant un très long moment. Et pour moi, la musique de Barack Setmont me hante encore alors que j'ai fait le jeu il y a 1 an. Genre les notes jouées représentent affreusement la solitude désespérée et aride qui règne dans ce quartier. C'est juste incroyable, je vous jure. Et pour tout ça, je peux que vous conseiller de jouer à Yume-Nikki ou au moins à un de ses fine games, comme par exemple LCCDEM qui a un lore autour de l'auteur assez étrange parce qu'il voulait supprimer toutes les copies du jeu, ou encore Dot Flow qui lui est plus centré autour du bodyguard, donc très horrifique. Bref, pour terminer, je vous conseille fortement de sauter de vos a priori et de vous confronter à cette expérience vidéoludique complètement unique qui changera votre façon de voir les jeux vidéo. Et maintenant, j'imagine que l'heure tourne et qu'il est grand temps que je vous présente la fin du jeu, le moment où on a récupéré tous les effects qui se cachent dans ces rêves. Et une fois la totalité de ces derniers récupérés, on peut les déposer dans le Nexus, entre les portes de tous les rêves primordiaux. Ils apparaissent sous forme d'œufs dont la coquille reflète la nature de l'effect comme un embryon de souvenir. Mais dès que toutes ces briques de souvenirs sont réunies, une porte s'ouvre. La mémoire revient, il y a une solution pour enfin se réveiller de ce cataclysme onirique interminable. Alors la dernière chose que vous ferez dans le jeu sera de prendre l'air. Une toute dernière fois. Vous prenez logiquement la direction de votre balcon en traversant la chambre de Madotsuki et une fois sur ce dernier, vos yeux se poseront instinctivement sur l'escabeau parce qu'il n'était pas là avant. Et pourtant, vous savez que c'est le seul moyen de vraiment vous réveiller. Madotsuki n'est pas morte.
Madotsuki ne s'est pas jeté dans le vide, et vous non plus. Malgré la flaque de sang qui déchire les crédits, les personnages qu'elle a inventés viennent contempler notre réveil. C'est la fin de votre fuite. Parce que Yume Nikki n'est pas un jeu, mais une métaphore de la fuite, une métaphore de votre fuite. C'est vous qui fuyez, c'est vous qui avez décidé de vous enfuir dans les rêves de Madotsuki. Mais ce que le jeu veut nous transmettre, c'est de nous réveiller. Peu importe pourquoi on tente de se renfermer dans une esquisse de la réalité, l'important c'est de nous réveiller et de prendre les choses en main. Parce que la réalité, elle se trouve au bout du rêve.